Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de l'élimination de l'OL. 2 buts partout, 4 tirs au but à 2 pour Bourgoin-Jallieu. Une élimination qui a secoué pas mal de monde, et notamment moi. Vous étiez très nombreux hier dans le live à partager ce pénible moment, notamment la séance de tir au but, mais bon, globalement toute la fin de match. Bon, on va voir un petit peu ce qu'on peut penser de tout cela. Avant d'aller plus loin, les amis, je voudrais faire un petit point mercato avec vous, puisque, mine de rien, la défaite d'hier, ou tout du moins l'élimination, a occulté quand même une bonne nouvelle. On va voir ça tout de suite. Et on va voir quelques petites nouvelles aussi pour Wilfried Zaha, et des bonnes nouvelles. Alors, première news, c'est le prêt d'Adrielson à Anderlecht jusqu'à la fin de la saison. Il y aura une option d'achat fixée à 6 millions d'euros, ainsi qu'un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel transfert. Alors bon, évidemment, il faut que l'option d'achat soit exercée. On ne connaît pas les conditions de l'option d'achat. Bon, l'intérêt principal de cette opération, c'est de libérer une place d'extra-communautaire qui permet d'accueillir évidemment Thiago Almada. Alors Adrielson, on peut dire que c'est un flop de l'Olympique Lyonnais, arrivé en janvier de l'année dernière. Il a très peu joué, il n'a pas réussi à s'imposer, en tout cas aux yeux de l'entraîneur. En fin août, il est reparti à Botafogo pour aller gagner le titre du Brésil et la Copa Libertadores. Vous savez que j'ai moyennement, voire pas du tout apprécié ce que je considère comme une désertion. Donc dès cette époque-là, j'ai dit je ne veux plus voir Adrielson sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Pour moi, et quand on voit la nullité absolue de nos défenseurs centraux, hormis Niakate ou Mata quand il joue défenseur central, et encore c'est pas la sécurité sociale, mais bon, si Adrielson n'a pas le cran de se faire sa place quand il voit à l'entraînement tous les jours Khaled Takar, écoutez, il n'a rien à faire pour moi sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Alors on avait quand même une grande idée puisque on l'a remplacé par un joueur, Warmed Omari, que je connais assez bien puisque figurez-vous que j'ai vu beaucoup de matchs du Stade Rennais les saisons précédentes et que selon moi, mais ça n'engage que moi, Omari était le pire joueur de Ligue 1 la saison passée. Donc autant vous dire que quand on l'a recruté, je n'ai pas sauté de joie, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et finalement, les faits démontrent que ça a été une très grosse erreur et que finalement, on se retrouve avec très peu de solutions en défense centrale, puisque ceux qui jouent ne sont pas bons et ceux qui sont sur le banc sont encore plus mauvais. Donc ça, c'est quand même un petit souci. Mais bon, Adrielson part, ça nous arrange parce que ça nous permet d'accueillir Thiago Almada. Thiago Almada qui pose ici avec John Textor. Il est prêté par Botafogo jusqu'à la fin de la saison. Je note d'ailleurs que tous les joueurs ne posent pas avec le propriétaire. Je trouve qu'il y a une ambiance un petit peu bizarre dans notre club en ce moment, que le propriétaire n'y est pas étranger par son management, par ses décisions, par ses déclarations, par ses interviews sur RMC, et je me dis que le fait qu'il, d'une certaine manière, s'affiche autant avec Thiago Almada alors qu'il ne l'a pas fait avec les autres signatures, je pense que vous trouverez très peu de photos de joueurs ayant signé à l'Olympique Lyonnais en photo avec John Textor. Donc d'une certaine manière, ça confère un certain statut à Thiago Almada qui, à mon avis, ne va pas vraiment améliorer l'ambiance dans le vestiaire, faciliter son accueil, puisque aux yeux de beaucoup, il va passer comme le petit chouchou à Johnny, comme l'était Wilfried Zaha. Donc je pense que cette photo en dit plus qu'il n'y paraît et qu'elle, à mon avis, ne sera pas neutre dans la future vie de groupe de notre club. Alors puisque j'en parlais, Wilfried Zaha, je vous l'avais annoncé il y a déjà quelques jours, Wilfried Zaha est en discussion avec le Charlotte FC et Fabrizio Romano, je remonte un petit peu pour vous montrer que c'est bien une info de Fabrizio Romano, nous indique que les pourparlers sont avancés pour signer Wilfried Zaha.
Toutes les parties impliquées discutent des détails du transfert. Et donc, visiblement, ça avance bien. De toute façon, Zaha est un peu coincé puisque il ne peut pas retourner à Galatasaray vu qu'on ne veut plus le voir. À l'Olympique Lyonnais, il ne s'est pas du tout imposé. Et alors, certains disent qu'il est parti en ce moment en Angleterre, qu'il n'est même plus là pour les entraînements. Honnêtement, je ne le sais pas. Comme les journalistes ne posent aucune question intéressante à Pierre Sage, notamment où est Wilfried Zaha, pourquoi Mamadou Diawara ne joue pas, enfin bon bref, il y a des questions à poser, mais elles ne sont pas posées, donc nous supporters, nous n'avons pas de réponse. Bon, en tout cas, ce qu'on espère pour toutes les parties, y compris pour le joueur, eh bien c'est que ça se fasse avec le Charlotte FC. Je rappelle qu'il ne peut plus jouer dans un autre club en Europe qu'à l'OL ou qu'à Galatasaray, puisqu'il a déjà évolué pour les deux équipes, certes très peu de temps avec Galatasaray cette saison, et donc il ne peut aller que dans un championnat qui évolue sur l'année civile, donc soit en Amérique du Sud, soit aux États-Unis, et là visiblement ce sera aux États-Unis. En tout cas, on espère que ça va se faire parce que je pense que la présence au quotidien de Wilfried Zaha n'aide pas à la concorde dans notre équipe, une concorde qui est déjà très 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 entamée. Mercato, je dirais un petit peu adjacent, puisque on apprend grâce au site Fogao.net que Luis Enrique intéresse toujours fortement la Fiorentina. C'est le premier club européen qui s'est manifesté ouvertement pour lui. Actuellement, la Fiorentina propose 20 millions pour Luis Enrique, ce que John Textor trouve insuffisant. Il demande 30 millions. Et l'article en question nous dit que le transfert de Luis Enrique est lié au transfert de Jonathan Ikoné, qui évolue donc à la Fiorentina. La Fiorentina espère transférer Jonathan Ikoné, ancien Lillois, une dizaine de millions, et s'il récupère une dizaine de millions, ça leur permettrait de passer leur offre pour Luis Enrique de 20 à 30 millions. Donc on va espérer que Jonathan Ikoné trouve une porte de sortie à cette hauteur-là, environ 10 millions. Alors après ce petit point sur le mercato, on va revenir évidemment au débrief. Alors j'ai fait un débrief du match de Brest que j'avais appelé débrief sanglant, et je pense qu'il l'a été. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'étais un peu inquiet des réactions dans les commentaires, mais en fait vous avez été très 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 nombreux à partager mes inquiétudes sur ce que l'on a vu. Le problème, c'est que certaines personnes ont tendance un peu à se voiler la face sur ce qu'il se passe. Pour ma part, j'ai déjà été entraîneur. Alors, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas été entraîneur de foot, j'ai été entraîneur de basket. Je suis le sport et beaucoup de sports, et notamment les sports collectifs, depuis très longtemps. Et en fait, on pourra toujours contester mes capacités d'analyse en termes de football, mais par contre, je pense bien ressentir les dynamiques humaines, les dynamiques collectives. J'avais expliqué très peu de temps après son renvoi que Fabio Grosso était condamné, tout simplement, qu'il ne pouvait pas rester à la tête de l'équipe. Alors, je n'en suis pas très loin avec Pierre Sage, et comprenez bien les amis que je n'ai rien contre Pierre Sage. Je trouve que c'est une très bonne personne. C'est un entraîneur qui débute, faut quand même le dire, un jeune entraîneur, et donc il apprend un peu à la dure. Il a vécu un petit peu sur une vague hyper positive l'année dernière. L'été a été compliqué, ça a été mieux ensuite il y a eu un creux, ensuite à nouveau ça a été mieux, et puis alors là, on est peut-être dans le creux le plus terrible depuis le début de la saison. Alors certains font le lien avec le mercato, notant que nos pires prestations sont intervenues pendant les périodes de mercato. Alors là, je reprendrai l'argument de Pierre Sage, puisqu'il dit « Je ne retiens pas cette explication, puisque 90% des joueurs de l'effectif ne sont pas sur le marché, et ces 90%, ce sont ceux qui jouent. Donc en fait, il dit ça ne peut affecter que ceux qui ne jouent pas. Donc on pense notamment à Diawara, à Koukou, et peut-être un ou deux autres par-ci par-là, notamment Zaha. Et donc c'est pas eux qui jouent. Donc ceux qui jouent ne sont pas concernés par le mercato. Donc ce n'est pas une explication. Certains, après la prestation contre Montpellier, voyaient là-dedans une reprise un petit peu difficile après la période des fêtes. Alors, je n'étais pas très d'accord avec ça, mais bon, je veux bien l'accepter. Ensuite, il y a eu la prestation à Brest, où certains ont dit
Bon, à Brest, quand même, c'est une belle équipe, et je suis d'accord avec ça, mais bon, la prestation, malgré tout, la prestation intrinsèque de notre équipe n'était absolument pas satisfaisante. Et effectivement, hier, on touche le fond en se faisant éliminer par une équipe de 5e division. Alors, je ne vais pas faire le déroulé du match et tout ça, parce que finalement, ça ne sert pas à grand-chose. On est éliminé, c'est fini. Je ne vais pas pointer individuellement les joueurs. Franchement, il n'y en a pas beaucoup qui ont été à la hauteur. Peut-être un peu Ryan Cherki. Mais c'est vrai que tous les autres, ça a été quand même un naufrage, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en défense, que ce soit les ailiers, et notamment notre chouchou à tous, le petit Magic Fofana, qui n'a pas grand-chose de magique en ce moment. On ne comprend pas ce qui se passe dans cette équipe. On ne comprend pas du tout. Je n'ai pas d'explication, si ce n'est de constater que les dynamiques ne fonctionnent plus, que Pierre Sage n'a plus aucune emprise sur son groupe, que les débuts de match sont mauvais, ce qui veut dire que le discours de motivation d'avant-match n'est pas efficace, que les reprises de deuxième mi-temps sont mauvaises et donc que le discours de mi-temps ne fonctionne pas. On voit un Pierre Sage extrêmement passif sur son banc. Alors il est debout, il se lève, il ne reste pas, on va dire, au fond de son siège, mais bon, il ne s'exprime pas beaucoup, il ne motive pas beaucoup ses joueurs. Alors c'est sa personnalité, je ne vais pas lui reprocher, on ne va pas dire que ce qui a marché l'année dernière ne marche plus comme par hasard cette année. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne fonctionne plus et qu'en tout cas pour le moment, Pierre Sage ne trouve pas les ressorts pour remotiver son équipe. Alors si on regarde le 11 de départ d'hier, franchement, c'est quasiment l'équipe type, à part peut-être Omari, mais sinon vous avez Lucas Perry, vous avez Maitland Niles, vous avez Niakate, vous avez Abner, bon, qui n'est pas toujours titulaire, mais bon, de toute façon, Tagliafico n'était pas disponible. Vous avez Matic Tolisso, Benrahma, Cherki, Fofana, Mikotadze. Franchement, si vous me dites que cette équipe-là ne peut pas croquer nos amis de Bourgoin-Jallieu, dont on salue vraiment la performance, parce que c'est la beauté de la Coupe de France. Évidemment, on est dépité depuis hier soir, mais voilà, c'est la magie de la Coupe de France. Une petite équipe de 5e division peut battre, on va dire, une grosse cylindrée de Ligue 1. Ça tombe sur nous, c'est malheureux, mais en tout cas, ça fait la beauté de cette compétition. Néanmoins, donc, Pierre Sage n'a pas pris ce match par-dessus la jambe. Il a fait ce que beaucoup réclamaient, c'est-à-dire un 4-2-3-1. Le 4-2-3-1, d'ailleurs, réclamé par son propriétaire, Monsieur Textor. Il a mis, à part une ou deux rotations, vraiment la meilleure équipe possible. Même si évidemment on peut toujours discuter de ça ou ça, mais bon, il a mis Mikotadze, notamment titulaire. Alors, à mon avis, sorti peut-être un peu tôt dans le match, mais ce qu'on constate, c'est que malgré, je dirais, ces décisions de Pierre Sage qui me semblent parfaitement justifiées, ce qu'on a vu sur le terrain, c'était pas bon du tout, c'était affligeant. On retrouve un petit peu les mêmes défauts que l'on retrouve depuis un mois, c'est-à-dire un manque d'énergie, un manque de solidarité, des trous partout, que ce soit en défense ou au milieu de terrain. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai pris un argument physique, en disant, voilà, on a des joueurs quand même qui sont des charrettes, ma fameuse expression, les charrettes. Alors là, je peux vous dire que les charrettes, elles étaient de retour, c'était une sorte de manifestation d'agriculteurs avec leurs tracteurs pour boucher les routes. Alors ça bouchait nos routes à nous, mais ça bouchait pas les routes des adversaires. C'est plutôt ça le problème, puisque dès le début du match, il y a eu des opportunités pour Bourgoin-Jallieu jusqu'à ce qu'ils mettent un but face à une défense extrêmement passive. On a la chance de revenir juste avant la mi-temps. On reprend, on va dire, c'est pas génial, mais on arrive malgré tout à doubler la marque avec Mikotadze, très bien servi par Ryan Cherki. Et ensuite, alors certes, une erreur individuelle d'Omari qui permet à Bourgoin-Jallieu de revenir. Évidemment, là, on commence à stresser parce qu'on se dit, on est à peu près à la 70e minute, et on se dit, d'ailleurs, vous pourrez réécouter le live si vous voulez, parce qu'il y avait mon inquiétude à moi et l'inquiétude de ceux qui étaient présents, je le rappelle, très très nombreux, et je les en remercie. On se dit, oh là là, on va aller au tir au but, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Eux n'ont absolument rien à perdre, nous on a tout à perdre, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Vous savez ce qui s'est passé, Lacazette rate, Tolisso rate, derrière, bien que les deux suivants marquent, c'est-à-dire Niakate et Nuama,
eh bien, eux, on en a mis 4 sur 5, ce qui leur a permis de se qualifier. Alors, je ne vais pas rentrer évidemment dans une grande explication, analyse tactique, technique. Ça ne va pas servir à grand-chose parce que finalement, ce qui ne va pas, c'est la relation entre les joueurs, joueurs-entraîneurs, joueurs-staff, et peut-être staff-direction, je ne sais pas. En tout cas, ça ne va pas, et vous allez voir que un certain nombre de choses qui ont été dites après le match, par notamment Mathieu Louis-Jean, qui a pris la parole, ce qui est extrêmement rare. Il fait les constats que l'on fait tous, c'est-à-dire que depuis un mois, on ne met plus un pied devant l'autre. Vous allez voir aussi ce qu'a dit Hugo Guimet. Vous savez, Hugo Guimet, maintenant, c'est plus vraiment un journaliste, hein, c'est un peu, je dirais, l'organe de presse de l'Olympique Lyonnais. Et donc, tout ce que dit Hugo Guimet, on peut se dire que ça rentre par une oreille droite soufflée par John Textor et ça ressort par la bouche d'Hugo Guimet. Donc on va voir un petit peu ce qui est dit et peut-être les conséquences qu'on peut en tirer. Alors commençons par Mathieu Louis-Jean. Ce qu'il a dit a été repris par OL+, qui est un média vraiment qui est très très efficace pour reprendre les informations liées à l'Olympique Lyonnais. Donc il nous dit: depuis la défaite à Paris, donc 3-1, qui suivait notre meilleur match sans doute de la saison face à Francfort, quelque chose semble cassé. Il va falloir qu'on se parle, car cela fait plusieurs matchs maintenant que l'on fait ce type de match. Ce soir, c'est une faute professionnelle. Alors quand même, quelque chose semble cassé. Si on réfléchit bien, il ne peut pas y avoir 50 choses de cassées, parce que on voit un entraîneur qui n'a plus de prise sur son groupe, on voit un groupe qui semble divisé, et si vous vous souvenez bien, dans son interview à RMC, Textor, il a dit quand Pierre Sage est arrivé, il devait réparer un groupe où la toxicité était maximale, sa personnalité a permis un peu d'arrondir les angles et de s'en sortir. Aujourd'hui, on se retrouve aussi face à une situation hyper toxique, seulement à la différence de l'arrivée de Pierre Sage, on n'a pas le mercato derrière qui permet de renouveler l'effectif. Et donc, évidemment, il ne reste plus qu'un seul fusible et c'est l'entraîneur. Certains vont dire, ça, si vous virez l'entraîneur, vous ajoutez de la crise à la crise. D'autres pensent qu'un nouvel entraîneur, c'est un nouveau regard. Tous les compteurs sont remis à zéro. Ceux qui jouaient moins peuvent espérer avoir du temps de jeu. Ceux qui avaient du temps de jeu, qui ont des statuts, vont devoir se bouger à l'entraînement pour retrouver du temps de jeu. Donc ça impulse une nouvelle dynamique. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc c'est un risque. Alors certains vont me dire, oui, mais si tu vires Pierre Sage, tu prends qui derrière? Alors moi je ne demande pas à ce qu'on vire Pierre Sage, je dis simplement que son siège est très brûlant, il est éjectable. Et je pense que tout le monde, en tout cas beaucoup de gens pensent comme moi, si il n'y a pas les 3 points face à Toulouse, quel que soit le scénario du match, je ne vois pas comment Pierre Sage peut survivre à ça. Rappelez-vous, John Textor a dit que tant que Pierre Sage gagnera, il restera à son poste. Seulement là, défaite à Paris, défaite à Brest, élimination Coupe de France. Donc si vous ne gagnez pas contre Toulouse, je pense que la coupe sera pleine. Moi, je ne dis pas que c'est la solution. Je ne sais pas ce qui se passe en interne. Je ne sais pas si Pierre Sage a perdu son groupe. En tout cas, visuellement, c'est ce qu'on ressent. Mais si on ne connaît pas la position de John Textor, on va avoir ce que nous a dit Hugo Guimet, qui, comme je le dis, à l'oreille du Big Boss. Rappelons qu'il l'a suivi pendant une semaine, aux Bahamas, à Miami, ou à Rio, à Londres, à Paris. Bon, bref. Presque on pourrait dire la parole d'Hugo Guimet, c'est la parole de John Textor. Alors n'y voyez nul complot, j'ai pris une capture d'écran parce que je me suis dit, ce que dit là Hugo Guimet, il va peut-être leur tirer son tweet, parce qu'il a dit quelque chose qui, selon moi, est extrêmement important. Il dit, l'OL a joué la séance de tir au but avec la peur, il n'y a plus d'âme dans cette équipe depuis quelques semaines. Vous avez bien lu, il n'y a plus d'âme dans cette équipe depuis plusieurs semaines. Mathieu Louis-Jean nous dit que depuis le match de Paris,
quelque chose s'est cassé. Et moi, si je regarde ça, ce que j'en conclus, vous me direz dans les commentaires si vous pensez comme moi, la seule chose que vous pouvez changer, vu que vous ne pouvez plus recruter, vous ne pouvez pas vous débarrasser de joueurs, sinon vous n'avez plus d'effectifs, la seule chose que vous pouvez changer, c'est l'entraîneur. Donc très sincèrement, je pense vraiment que Pierre Sage ne peut pas survivre à une non-victoire contre Toulouse. Et même s'il gagne contre Toulouse, il sera sur un siège éjectable pour les semaines à venir. Il faudra vraiment qu'on enchaîne beaucoup de victoires pour qu'il ne soit pas en danger. Alors moi, je ne dis pas que c'est la solution, je ne sais pas ce qui se passe en interne. J'essaye de voir, comme je le disais tout à l'heure, les dynamiques collectives, les dynamiques humaines, et ces dynamiques humaines m'inquiètent. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai répondu à quelqu'un dans les commentaires la semaine dernière qui me disait, après le match de Brest, qu'il était inquiet, et je lui dis, moi aussi, je suis inquiet parce que les défaites qu'on voit, c'est pas la défaite de Marseille, c'est pas la défaite de Beşiktaş, c'est même pas la défaite du Paris Saint-Germain. Perdre à Paris, on sera pas les premiers, on sera pas les derniers, et de toute façon, je pense que le Paris Saint-Germain est très supérieur à nous. Donc bon, voilà, la défaite du Paris Saint-Germain, pour moi, c'est pas une défaite standard, pas du tout. Par contre, ce que je constate, c'est que depuis, on descend de plus en plus bas. Match moyen contre Fey-Aulnois, mais malgré tout gagné. Reprise contre Montpellier catastrophique, mais on en sort miraculeusement avec la victoire. On se fait défoncer face à Brest, et là, on touche le fond avec une défaite face à une 5e division. Donc, si vous voulez, je ne vois aucun élément qui vienne inverser la tendance. Je pense qu'on a un effectif de qualité, je pense qu'on a des bons joueurs, mais ce qui est certain, c'est que ces joueurs-là ne veulent plus se battre pour Pierre Sage, et ceux qui ont entendu John Textor leur dire « Pierre Sage, il sera là tant qu'il gagne », chez les joueurs, consciemment ou inconsciemment, eh bien, ceux qui n'en peuvent plus de lui, et je pense qu'il y en a dans le vestiaire, forcément, ils se disent « on va pas se battre pour lui, puisqu'il ne correspond plus à ce dont on a besoin ». Autre élément, et là qui est directement imputable, je dirais, à John Textor, il semble que ces déclarations sur RMC n'aient pas plu, alors du côté de la DNCG, du côté du Paris Saint-Germain évidemment, mais aussi dans le vestiaire lyonnais. Ça, c'est quand même un petit souci. Moi-même, j'étais pas fan de ces sorties. J'ai pu le constater dans les commentaires. Ma position n'était pas du tout partagée par la grande majorité. Mais en tout cas, c'est ce que on a appris hier en écoutant l'Afterfoot. Dernier dossier, qui est un peu la réponse de cette interview, les fameux messages sur WhatsApp que John Textor a échangé avec Nasser El Khelaifi, où il insulte Ryan Cherki et son entourage. Et je demande à chacun de se mettre un petit peu dans la position d'un Ryan Cherki. Vous-même, si vous êtes employé ou si vous travaillez en indépendant, mais que vous travaillez avec des gens en qui vous avez confiance, qui vous font des grands mamours en face, et vous apprenez incidemment, que ce soit fait pour nuire ou ne pas nuire, eh bien que la personne qui est au-dessus de vous et en qui vous avez confiance, eh bien, se permet de vous appeler de noms d'oiseaux dans des messages avec des personnes extérieures à l'entreprise, je ne suis pas sûr que ça va beaucoup vous plaire. Enfin, une chose, mais ça, je n'ai aucun élément, je précise tout de suite, pour conforter ce que je vais dire. C'est mon point de vue, c'est ma vision des choses, et je n'ai aucun élément concret. Mais je pense que certains vont quand même comprendre ce que je veux dire et pourquoi je le dis. Je pense aussi que la manière dont Anthony Lopez et Maxence Cacré ont été poussés dehors, la manière dont ils ont été poussés dehors, alors pour certains supporters c'est un grand kiff, mais par contre, je pense qu'il y a des gens dans le vestiaire, le fameux gang des Lyonnais, les Lacazette, les Tolisso, eh bien qui, peut-être, n'apprécient pas ces manières, se disent aussi que si on l'a fait à ces joueurs-là, on le fera à eux plus tard. Donc je pense que tout ça, ça crée un climat qui est extrêmement néfaste, et je ne vois pas tellement d'ailleurs comment on peut s'en sortir. N'hésitez pas évidemment dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout cela.
Alors en plus, comme si la coupe n'était pas pleine, il y a eu des affrontements entre supporters à la fin du match, entre ceux de l'OL et ceux de Bourgoin-Jallieu. Et une dame notamment a été blessée, a dû être transportée à l'hôpital. Donc vous voyez, une soirée cauchemar jusqu'au bout. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de tout cela et notamment sur le futur. Pensez-vous comme moi que si Pierre Sage ne s'impose pas face à Toulouse, sa place est réellement en danger? Merci de m'avoir suivi les amis. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.